Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, tel qu'annoncé, on est en marge du Salon du Livre de Québec, présentement avec Alexandre Duval. Alexandre, on s'est connu comme journaliste, ce que tu es toujours dans l'âme, mais maintenant, pour une première fois comme auteur d'Obsession Élection, comment l'électoralisme affaiblit nos démocraties, un livre qui fait beaucoup parler, qui bénéficie d'une très bonne couverture médiatique et qui tombe à point dans un contexte où, on est en campagne électorale, mais la thèse en partie du livre, c'est de dire que aujourd'hui, la campagne électorale, elle est essentiellement permanente. Le marketing politique s'en mêle, la rapidité, l'obsession d'une réélection, le pouvoir, l'image et le travail des médias. C'est tout ça que tu explores dans cet essai chez Somme Toute. Premièrement, Alexandre Duval, bonjour. Bonjour Valérie. J'ai envie je le dis d'entrée de jeu qu'on se connaît parce qu'effectivement, on a œuvré ensemble, notamment à la Fédération professionnelle des journalistes. Et pourquoi je le campe comme ça, c'est que j'ai l'impression, en lisant ce livre-là, que je reconnaissais Alexandre, le journaliste que j'ai connu en bonne partie dans la mesure où cette réflexion sur la façon que les élus, que les partis politiques fonctionnent, est-ce que je me trompe si je trouve que tu as toujours eu quand même cette réflexion, ce désir de pas de côté dans la couverture médiatique, dans la façon d'aborder ton travail, et j'ai l'impression que ça allait sous le sens qu'un jour tu allais nous exposer tout ça de façon beaucoup plus soutenue et très bien documentée. C'est vraiment drôle que tu dises ça, Valérie, parce que à la base, Obsession Élection, c'est même pas mon idée à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai concrétisé, OK, mais c'est la maison d'édition Somme Toute à l'été 2023 qui m'a approché pour me dire, on regarde ta couverture médiatique, la couverture que tu fais de la politique québécoise à l'Assemblée nationale, puis on a l'impression que t'achètes pas trop facilement la communication politique. Il y a toujours en filigrane une espèce, je dirais pas une analyse critique, mais en tout cas, je me souviens plus de l'expression qui a été employée, mais je dirais, mettons, absence de complaisance à l'égard des lignes de communication qu'on nous sert et que, évidemment, les partis politiques espèrent voir être relayés dans les médias. Puis c'est un peu vrai que on peut rapidement, entre guillemets, se perdre là-dedans, dans la couverture politique, parce que ça va vite, on est bombardé de partout. Les messages ont été pensés pour être efficaces, ont été pensés pour être relayés, et ça fait en sorte que, des fois, je pense, médiatiquement, on se retrouve, sans le vouloir, à servir un peu les intérêts des partis politiques. Puis c'est pas nécessairement que c'est du mauvais travail, c'est absolument pas ce que je dis, mais c'est juste que dans la nature des choses, la vitesse à laquelle les choses vont, fait en sorte que les partis politiques ont intérêt à nous lancer énormément de matériel puis à le formater pour que ce soit peut-être un peu sexy pour l'auditoire. Fait que, somme toute, avait perçu dans mon travail que j'achetais pas facilement le spin politique. Puis ça a toujours été quelque chose de vrai, même dans mes interactions avec les attachés de presse. Souvent, je disais, regarde, tu peux me déballer ton spin. Tu peux me dire c'est quoi tes lignes de communication que tu souhaites que je relaie, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je me contenterai pas du spin. Puis je pense que ça, c'est notre job comme journaliste. On peut pas se contenter du spin. Donc, t'as raison. Je pense que le livre contient un peu de cette conception-là que j'ai de mon métier de journaliste. Une conception, parce que tu as eu envie d'être journaliste. Tu l'es encore, il faut préciser, une année sans solde à explorer, à écrire, à enseigner aussi la science politique au cégep. Donc, ce pas de côté que tu es capable de faire présentement. Mais justement, à l'origine, comme jeune journaliste au début, est-ce que ces 2 années à l'Assemblée nationale ont cristallisé cette impression quand même? Parce que là, dans la bulle parlementaire, ça, le grand public, puis le livre s'adresse au grand public, comprend pas toujours pourquoi ça sort comme ça. Ce que les 2 années comme correspondant parlementaire pour Radio-Canada m'ont permis de faire, c'est de côtoyer le pouvoir de vraiment proche et d'avoir ce contact quotidien avec les acteurs qui fabriquent les messages, avec les acteurs qui font les calculs politiques pour voir un peu la prochaine campagne électorale, avec quel message on pourrait potentiellement la gagner. Donc, j'ai beaucoup appris au contact de ces acteurs-là parce que c'est beau avoir un bac puis une maîtrise en sciences politiques comme c'est mon cas, puis c'est beau avoir été journaliste puis couvrir un peu la politique de temps en temps comme je l'avais fait dans les années précédentes, mais là, de vivre cette proximité-là, ça m'a permis d'observer vraiment comment ça marche pour vrai
dans le concret des partis politiques, avec les congrès, les conseils, tu sais, des fois, on a des échos de ce qui se passe dans les caucus. Pour savoir ce qui se passe au caucus du parti politique, il faut que tu sois correspondant parlementaire, tu sais, parce que normalement, les discussions du caucus sont privées, OK? Fait qu'il faut que tu aies une relation de proximité pour avoir cette relation de confiance-là avec certaines personnes qui vont accepter de te divulguer du matériel qui, normalement, est privé. Cela dit, tu sais, ma perception de la politique, personnellement, elle est pas importante. Puis ce que je dis dans le livre, c'est que je m'attaque pas aux politiciens, je m'attaque pas aux journalistes non plus. Je fais le diagnostic d'un système, un système qui a beaucoup évolué depuis 100 ans, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui, beaucoup de citoyennes qui regardent la politique et qui ne se sentent pas concernés, qui ne se retrouvent pas. Puis c'est ce que j'ai voulu explorer là-dedans, c'est ce que j'ai voulu explorer dans le livre. Quels facteurs font en sorte que monsieur, madame, tout le monde a envie d'être cynique parfois par rapport à la politique. Donc, c'est un peu la genèse de cette augmentation du cynisme au sein de la population que j'essaie de retracer, l'histoire de tout ça pour que les gens puissent comprendre leur insatisfaction, elle vient d'où, puis qu'après on se pose les questions, ben c'est quoi les conséquences de peut-être pas agir là-dessus et c'est quoi les potentielles solutions. Puis je pense que les gens, en comprenant à quelle pression les politiciens eux-mêmes sont soumis, les gens vont peut-être avoir plus d'empathie aussi envers leurs politiciens, leurs politiciennes, parce que c'est pas un job facile que celui d'être député, que celui d'être chef de parti. Puis des fois, on se dit, ben, il n'y a rien qu'à faire ça comme ça, il n'y aurait rien qu'à faire les choses différemment. Oui, mais non. Exact. Parce que le système a évolué d'une certaine façon et ils sont pris avec des règles qu'ils n'ont pas choisies, puis des façons de faire qu'ils n'ont pas choisies. Bien entendu, la suite des choses est entre leurs mains parce que c'est eux qui sont dans le système aujourd'hui, mais ils arrivent dans un système qui a dramatiquement changé depuis 100 ans avec la ligne de parti, la vitesse de la communication politique, le marketing politique, la campagne électorale permanente, le cycle de nouvelles en continu. Les changements ont été draconiens, là. Et la conséquence de ça, c'est justement cette impression que le public ne s'y reconnaît plus, une polarisation qui est menée par une perte de confiance. De toute façon, garde sont toutes pareilles. La ligne de parti, on en parle. D'ailleurs, Émilie Foster qui a eu vraiment une réflexion aussi là-dessus, signe une des 3 préfaces, faut le dire, de Sylvain Gaudreau, Émilie Foster et Hélène David. 3 partis distincts aussi, des gens qui ont, dans leur pratique politique, espéré, en tout cas, aller un peu au-delà de ça. Cette partisanerie à outrance, elle est extrêmement dommageable. Ben, c'est-à-dire que il y a probablement quelque chose de normal dans le fait que des politiciens, des politiciennes qui ont une idéologie commune finissent par se retrouver puis se tenir ensemble. C'est un peu le principe du parti politique. Tout à fait. Là où ça devient un petit peu problématique, puis il y a plein d'études en sciences politiques qui le démontrent, c'est que les députés aujourd'hui se comportent beaucoup plus en gens de parti. Ça, c'est le politologue Louis Mascotte qui dit ça. Qu'en représentant de la population. Or, un député, à la base, c'est un représentant des citoyens et citoyennes. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent à être des ambassadeurs de la marque du parti politique. Parce qu'ils doivent défendre le bilan du parti, ils doivent tenir les lignes de communication du parti politique. Ça fait en sorte des fois que les citoyens ont l'impression que les députés ne leur parlent pas toujours vrai, ne disent pas toujours le fond de leur pensée. Les députés eux-mêmes l'admettent. Dans bien des entrevues, souvent anonymement, dans des études, ils vont dire que la ligne de parti les agace, que ça les empêche d'accomplir leur travail comme ils le voudraient. On a vu des députés qui sont devenus indépendants récemment à l'Assemblée nationale, donc qui ont quitté leur parti politique. Je pense à Yuri Chassin à la CAQ, puis Marie-Claude Nichols au Parti libéral. Après avoir quitté, ils ont accordé une entrevue à Fanny Lévesque de La Presse dans laquelle ils ont dit « J'ai jamais aussi bien fait mon travail de député que depuis que je suis député indépendant. » Donc ça parle. Ça dit quelque chose. Puis quand les citoyens ont l'impression que leurs députés ne portent plus leur parole, les citoyens peuvent se désintéresser, peuvent devenir cyniques, peuvent devenir fâchés, peuvent se polariser de plus en plus. Et je pense que les attaques qu'on voit sur les démocraties libérales un peu partout en Occident ces années-ci sont pas indissociables de ça. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas indissociable du fait qu'il y a une partie de la population qui, depuis quelques décennies, manifeste son insatisfaction à l'égard du système,
Puis là, il arrive un politicien comme Donald Trump qui soudainement fait plus de la communication politique de manière un peu lisse, un peu polie. Bon, il brouille la frontière entre le vrai et le faux, mais là, il donne l'impression qu'il parle enfin vrai. Et là, je dis donne l'impression que ça séduit des gens qui étaient indifférents ou des gens qui étaient en colère. Et là, il se retrouve au pouvoir, mais on voit bien ce que ça fait quand ce type de politicien-là arrive au pouvoir. C'est les fondements de la démocratie qui se retrouvent un petit peu mis en danger. Donc, là, évidemment, je dis pas que la ligne de parti va mener à un effondrement de la démocratie partout. Je dis juste, faut garder ça à l'œil. Les experts nous disent qu'il faut garder ça à l'œil. La population manifeste son désir de changement. Et les élus eux-mêmes, pour plusieurs, il y a un malaise avec la ligne de parti. Donc, clairement, c'est un point de questionnement qui est légitime. Et s'ajoute à ça, je reviens, parce qu'évidemment, notre entretien est un peu dans la lunette médiatique, qui est quand même une grande partie du livre. Et cette accélération, dont on dit, à un moment donné, puis on l'a très bien dit en début d'entretien, les médias sont un peu pris dans tout ça. On va aller vers les quêtes de solutions, peut-être en commençant par les médias, de ce pas de côté nécessaire. On se dit à un moment donné, de toute façon, tout ça est sur fond de crise des médias aussi. Moins de monde, moins d'argent pour les médias. Donc, c'est à nous aussi de revoir nos façons de faire parce que la concurrence, de regarder ce que le voisin a fait, la chicane entre deux élus, est-ce que ça vaut la peine de le publier? Est-ce qu'on se prend cette journée-là où on aurait écrit ça pour faire des appels puis sortir quelque chose? Alors, c'est aussi un placement général auquel t'appelles. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Je pense que c'est bien connu dans la profession journalistique que les journalistes eux-mêmes, des fois, admettent avoir le tournis, admettent trouver que ça va trop vite. On parle parfois de la machine à saucisses dans le monde médiatique. Je pense que c'est sain de se questionner là-dessus, pas juste entre nous, mais de se questionner là-dessus aussi avec le public. Oui. Parce que c'est le public qui est concerné par ce qu'on publie. C'est le public qui est concerné par l'information qu'on lui transmet. Donc, d'avoir cette transparence-là, de dire voici les défis auxquels notre industrie est confrontée, au-delà de la crise des revenus publicitaires. Parce que ça, Dieu sait qu'on en parle, puis il faut en parler. Mais il y a d'autres défis auxquels on est confronté, particulièrement dans la couverture des affaires politiques. Puis moi, je pense que c'est une forme d'intégrité puis d'honnêteté, de dire aux citoyens, citoyennes, on est conscient que la société évolue, on est conscient que la politique a changé, on est conscient que nous aussi, faut qu'on se questionne sur nos pratiques dans ce monde-là qui est en mouvance. Tu sais, les médias n'opèrent pas aujourd'hui comme ils opéraient il y a 150 ans. Souvent, à l'époque, c'était des organes des partis politiques, les médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plus l'influence, non plus le monopole de l'information. Les élus, puis ça, tu le mentionnes, les réseaux sociaux directement aussi. On n'a plus ce filtre obligatoire des médias. Ouais, mais si la propriété des médias a changé au fil du temps, puis bon, avant c'était vraiment des organes des partis politiques, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Là aujourd'hui on est dans une nouvelle réalité où les partis politiques sont capables de passer eux-mêmes leur message à travers les réseaux sociaux. Je pense que ça appelle à un exercice de réflexion. Est-ce que les médias doivent continuer à faire la même chose qu'ils faisaient dans les années 70, 80, 90, depuis le début de l'avènement du cycle de nouvelles en continu dans les années 80. Il y a quelque chose qui a changé, il y a une donne qui est nouvelle, dont il faut prendre acte. On est toujours en train de s'adapter, mais on voit aussi dans nos statistiques que les jeunes consultent assez peu les médias d'information traditionnels. Il y a lieu de s'inquiéter de ça parce que ça veut dire que le renouvellement de notre auditoire est loin d'être assuré. Si on se réveille dans 20-25 ans puis que les jeunes qui n'ont pas été socialisés avec nous, les médias traditionnels, ont jamais embarqué dans le train, je vous laisse deviner c'est quoi la suite. Donc, comment on parvient à être encore attirant, attrayant, pertinent pour des jeunes qui déjà sont branchés sur certains acteurs ou influenceurs qui vont retransmettre directement des messages très clairs, très directs, très politiques. Comment nous, on est un contre-pouvoir là-dedans. Comment nous, on joue notre rôle de chien de garde de la démocratie. Parce que ça pour moi, c'est pas du vent, être un chien de garde de la démocratie. Puis c'est le seul parti pris que je prends dans ce livre-là. Le parti pris de la démocratie. Je m'interroge sur ce qui marche peut-être moins bien dans notre système, ça vient d'où, je le documente, tout ça dans un souci de préserver la démocratie. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des préfaciers, préfacières de 3 partis différents qui ont été au gouvernement, PQ, CAQ, PLQ, pour démontrer que c'est pas une démarche partisane, c'est tout le contraire. On est dans le diagnostic d'un système, puis on se pose la question à savoir, est-ce que là, on n'est pas sur une pente glissante pour notre démocratie, en fait? D'avance des solutions, on a évoqué justement cette espèce de